Brest. Elle aime bien rougi, ma femme. Faut moins de bonbons, plus de légumes. Et quel bonheur lorsqu'on est joueur de foot à Brest. Bon, bah, 43e but de L'Oscar est énorme. Oh la talonnade. Oh la pue, non. Magnifique but. La caméra jaune. Francis Perra, ça tourne. Brestois, brestoises, avant de démarrer, saluons la mémoire de Serge Roy, le père de Éric Roy et ancien international français, décédé cette semaine à 93 ans. On espère que le club, saura rendre hommage au père de l'actuel entraîneur du club. Voilà, bon, c'était, je pense, important de démarrer par cela. Bienvenue pour cette, 133e épisode de Brest On Air. Yann, Fange, vous êtes présents. Est-ce que vous avez passé un bon Noël? C'est la première question. Écoutez, messieurs, bonjour. Oui, oui, d'ailleurs, je m'associe tout d'abord au petit message que tu as passé en début d'épisode, bien entendu, et présenter nos condoléances à Éric Roy. Et sinon, Noël fut bon, effectivement, Noël fut bon. Toujours une période très chargée, assez intense et dans laquelle, bon, on essaye d'être le plus gâté possible et de gâter les proches. Donc, ouais, tout s'est bien passé. Et Yann, pareillement? Ça s'est très bien passé ici. En plus, mon dernier cadeau, c'est un retour sur Brest On Air finalement, parce que je me rends compte que ça fait un petit bout de temps que je n'étais pas venu avec vous. Je crois que ça doit faire 2 mois et demi, hein, quasiment. Le temps passe, mais Brest On Air toujours là et toujours présent pour, parler de choses positives, de choses moins positives, mais voilà, ça me fait toujours plaisir, donc je reviens. C'est mon dernier cadeau de Noël de moi-même à moi-même et j'espère que c'est un peu votre petit cadeau à vous aussi. Oh, les gens sont très heureux. Les gens sont très heureux, à n'en pas douter. Tu manquais aux gens, tu manquais à nous, évidemment. C'est toujours sympa d'enregistrer à 3 avec l'équipe, originelle de ce podcast. Avant de démarrer ce petit, bilan première partie de saison et petite ouverture sur, nos envies, nos axes de progression possibles sur 2026, Fanche, tu as 30 secondes. Tu as été testé Tibrek. Tout à fait. Je m'y attendais pas. Oui, j'ai été testé T-Break. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit donc du complexe de paddle badminton co-détenu, on va dire, par Brendan Chardonnay. Et donc j'ai testé ça pendant les vacances et c'était, très bien. Bilan extrêmement positif. C'était de bonne qualité bonne infrastructure, de bons terrains. Après, bon, pour mon très faible niveau, c'était suffisant et puis toute la partie restaurant, bar également, très bien et puis bon, on avait la chance d'avoir notre capitaine, présent sur place, toujours un mot sympa, pour tout le monde donc c'était, une très belle expérience. Je vous recommande, si vous n'y êtes jamais allé de tester. C'est situé à Guilers, c'est assez facile d'accès, plutôt facile de se garer également. Donc, voilà, c'est partie des points positifs de ce début de saison. Et ce n'est pas une collaboration commerciale. Je précise, c'est important. Tout à fait. Voilà, Après, que s'ils veulent nous offrir une partie ou 2, faut bien sûr pas hésiter. Brendan, hein, tu sais nous contacter. si tu nous écoutes, on te salue. Allez, après avoir, fait ce petit débrief, tibrequesque, on va rentrer dans l'art, passer sur, des choses, peut-être un peu moins positives, après il y a du positif, du négatif, hein, dans ce début de saison. On va faire ce bilan, habituel, on va dire, hein, pas très original, mais c'est toujours sympa à faire, en mode un peu, voilà, pas nécessairement conseil de classe, mais on va mettre les bonnes notes, les moins bonnes notes, d'un point de vue collectif. D'abord, Yann, ça fait un moment que tu as pas donné ton avis sur cette équipe du Stade brestois. Finalement, on avait commencé avec pas mal de pessimisme, hein, mine de rien, et la fin de 2025, alors si on met de côté un peu cette élimination un peu pittoresque en coupe de France, nous laisse sur des bases un peu plus saines, un peu plus rassurantes, un peu plus optimistes, on va dire, sur 2026, sans non plus se dire qu'on ira jouer les troubles fêtes, dans le haut de tableau. Non, mais c'est positif pour finir parce que ça nous donne l'espoir qu'on puisse vibrer sur quelques matchs et justement, en préparant cette émission, je me suis fait la réflexion sur le plan collectif. Si on cherche nos satisfactions, nos principales satisfactions,
bah, il faut quand même prendre 3-4 secondes avant de répondre. Ce qui n'était pas le cas évidemment il y a 2 ans, mais même l'an dernier, il y avait des choses très positives, des moments très forts, des séquences très fortes finalement. Et là, sur le début de saison, bah, c'est un peu compliqué en dehors des 2 derniers matchs de Ligue 1. Donc moi, j'espère que ça, voilà, c'est une nouvelle saison qui démarre presque, hein, en janvier. Maintenant, je suis pas non plus dans le négatif absolu à dire: «On a vécu 6 mois catastrophiques, c'était nul, machin». C'est c'est peut-être presque plus triste à dire, mais j'ai l'impression qu'on a vécu 6 mois un peu insignifiants, où on est redevenu le club moyen de Ligue 1 qui ne me semble pas, j'espère ne pas avoir tort, être en danger pour le maintien, qui me semble pas pouvoir avoir beaucoup plus d'ambition pour la suite, qui me semble pas être une équipe qui joue particulièrement mal, mais pas particulièrement bien non plus. Juste l'équipe moyenne, voilà. Et du coup, avec des émotions là aussi très moyennes. C'est pas mal, c'est Ouais, pas bien, c'est moyen. ouais, Fanch, je voulais, bah, justement rebondir sur ce qu'a dit Yann. Peut-être plus que les résultats, ce qui manque, c'est peut-être les émotions quand on regarde jouer le Stade Brestois cette saison. Surtout en début de saison, effectivement. En tout cas, il y en a eu des émotions, mais plutôt des émotions assez négatives. De mon côté, sur la première partie de saison, avant la seconde trêve internationale, finalement, on ne remporte que 2 matchs de Ligue 1 contre Nice et puis à Angers. À part ça, il y a quand même beaucoup de matchs où c'est plutôt la frustration qui domine lorsqu'on sort de la rencontre. Je pense au match de Toulouse, je pense à la défaite au Havre. Il y a des matchs comme ça qui me restent un petit peu dans le travers de la gorge. Et on a eu un petit peu plus d'émotion sur la fin de période. J'ai un très bon souvenir de la victoire face à Monaco à domicile, où là, on a retrouvé un petit peu les valeurs qui étaient celles du Stade brestois lors des années précédentes. Et une équipe qui avait vraiment tout donné à 10 contre 11. Ça faisait vraiment plaisir à voir avec un stade qui s'est lui aussi reconnu, je pense, dans son équipe ce soir-là, puisque l'ambiance était vraiment extraordinaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une ambiance comme ça à Francis Deblé. Puis on a enchaîné par cette victoire à Strasbourg avec le but de Magnetti et là on s'est dit: «Ah, c'est qui venait aussi, elle aussi après, hein, une victoire arrachée au bout du temps additionnel contre Metz. On est dans une belle période et puis même la défaite à Rennes, je te la trouve en trompe-l'œil parce que les 20 premières minutes, tout le monde est d'accord pour le dire, était vraiment excellente. Donc j'ai l'impression qu'on a un Stade brestois qui progresse et s'il n'y a pas eu cette défaite en coupe de France, je pense que notre discours et notre bilan aurait peut-être été différent. Si on avait gagné contre Avranches, on pourra y revenir peut-être tout à l'heure, on aurait parlé d'une équipe de Brest qui quand même progresse et qui est sur la bonne voie. Malheureusement, bon, cette défaite fait tâche, mais je trouve que le Stade brestois est mieux en cette fin 2025 qu'il n'a été en début de saison. Il y a pas mal de choses qui l'expliquent. On reviendra dessus, peut-être sur les points individuels. Mais au niveau des émotions, je rejoins un peu ce que Yann disait. C'est globalement assez moyen et finalement Brest, on peut dire, est rentré dans le rang, c'est-à-dire, assez loin des équipes qui carburent en tête, mais rester à distance raisonnable également de celles qui sont en grande difficulté. Après notre dernier podcast, que c'était, juste après Metz, et c'est vrai que quand on voyait le calendrier, qui venait, Strasbourg, Monaco, Rennes, on n'était pas très, très optimiste. Et finalement se retrouver avec 6 points sur ces 9 possibles, ça reste, mine de rien, quelque chose de positif, hein. Si on nous écoute il y a quelques semaines de ça, on pensait passer, la trêve de décembre, possiblement dans la zone rouge. Donc on se dit: «Ouais, c'est pas si mal d'être là dans le milieu de tableau, dans le ventre mou, presque entre la colonne de gauche et la colonne de droite». On se dit qu'on passe un Noël relativement tranquille par rapport notamment à d'autres équipes comme Nantes, hein. On peut citer des équipes comme Nantes. Maintenant justement, tu vois, ça fait partie des matchs je trouve que cette année, cette saison, Brest a été plus souvent mal payé que bien payé. Je m'explique, il y a plus de matchs qu'on n'a pas gagnés et à l'issue desquels on s'est dit: «Mince, là, c'est peut-être 2 points de perdus ou 3 points de perdus». Je pense au match, de Nantes justement, le match à Lorient également, qui me semblent être des matchs dans lesquels on aurait dû obtenir mieux que des matchs nuls. Le match au Havre, c'était un véritable non-match, donc bon, celui-là, malheureusement, on ne peut pas dire grand-chose. Même le match à Rennes, on le perd et personne ne sait ce qui serait passé sans les 2 erreurs de Kenny Lalla. Mais pour moi, Brest pourrait aujourd'hui, raisonnablement compter peut-être 2 points, 3 points, 4 points de plus éventuellement et se retrouver à même hauteur que Angers, Monaco ou Toulouse avec 22-23 points. Ce qui est un peu frustrant sur ce début de saison, c'est que effectivement, on parle là collectif et je suis désolé, je fais déjà la transition, mais ce qui nous vient en tête quand on pense au début de saison, bah, c'est finalement toutes les erreurs individuelles qui ont émaillé tout le début de saison et qui la rendent difficilement lisible, en fait. Parce que serait ta saison si Mayeki, avait des mains? Que serait ta saison si Kenny Lalla contre Rennes ne se craquait pas 2 fois?
Si Brendan Chardonnay commençait, sa saison à la J1 et non pas à la J5, enfin, c'est un peu compliqué parce que je ne trouve pas que Brest ait été particulièrement impressionnant collectivement sur un match, sauf peut-être l'entame à Rennes, mais il y a pas énormément de matchs où je nous ai trouvés catastrophiques non plus. À chaque fois, c'est sur le plan individuel que justement soit on repart avec un point de moins que ce qu'on aurait pu espérer, soit avec 2 ou en de rares occasions, je pense notamment à Strasbourg, où tu as une victoire au lieu d'un match nul. Mais du coup, c'est assez compliqué de lire et de faire un bilan quand c'est à ce point dépendant des petits trucs individuels, chose qui n'est normalement pas le cas quand tu joues, le milieu de tableau en Ligue 1. Après, il y a quand même eu des matchs où tu sentais une équipe qui était un peu perdue sur le terrain, notamment au Havre, hein, où c'était vraiment, très, très inquiétant. Je parle du Paris FC aussi, même à Toulouse, en début de saison. Mais c'est vrai que à ce niveau-là, ces matchs-là, ils ont tendance sur ces dernières semaines à disparaître. Donc à la limite, on se dit: «Il y a quand même du positif». Malheureusement, il y a eu un mercato il est ce qu'il est, mais qui permet pas à Brest de démarrer sa saison, très tôt. Je pense qu'il Et faut donc, être bah, est-ce clair. que est-ce qu'il y avait ce besoin de ces 3 mois pour mettre la machine en route? C'est la question. Je pense qu'il faut être clair, Quentin, tu dis un mercato qui est ce qui est. Peut-être tôt, hein, mais avec 3 4 mois de recul, on peut le dire que c'est un mercato qui est complètement raté. Ta seule recrue qui joue régulièrement et qui montre régulièrement qu'elle a le niveau, c'est Koulibaly qui est arrivé, début octobre, début septembre, quelque chose comme ça, et Joris Chotard qui est Aïe. effectivement la satisfaction. Mais pour moi, c'est la seule satisfaction de ce mercato. Ce qui n'empêche pas que je pense que Pathé Mboup, d'ici 1 an, d'ici peut-être 2 ans, ça peut être un super joueur de Ligue 1, mais c'est à peu près tout en fait, hein. J'ai pas de Ah, remords à dire que le mercato est raté. on parlait un peu de Daouda Guindo avant de démarrer, c'est vrai qu'il reste sur des bonnes prestations. Heu, c'est aussi, potentiellement un bon coup parce que, bah, au final, tu l'as eu gratuit. Donc voilà, on revient à Denis Bain, quoi. Combien il a coûté? Il a coûté un Denis Bain. C'est Donc ça. c'est pas grand-chose. Maintenant, est-ce qu'on en avait besoin de Daouda Guindo? Est-ce que maintenant il bloque, le retour Bradley Loco? Est-ce qu'il bloque la progression de Justin Bourgault? Peut-être aussi. Mais mais dans les faits, factuellement, on se dit que c'est quand même pas une mauvaise recrue, même si, il a des défauts évidemment. Il est post-formé à Salzbourg, donc défensivement, c'est un peu moins bien qu'offensivement. Mais de jouer en Ligue 1, ça permet peut-être aussi de progresser défensivement, donc à voir, à voir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de points né est-ce que, l'effectif du Stade Brestois est meilleur que celui de l'année dernière? Probablement pas. Ouais, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus justement. Faut pas oublier non plus qu'on perd énormément de joueurs cadres de la saison passée, que en prenant simplement, Marco Bizotte, Charles Melou, Mady Camara notamment. Je rajoute même un Mathias Pereira qui faisait le boulot offensivement, de manière, assez régulière, même si, en stats, c'était parfois un petit peu insuffisant, et on voit d'ailleurs que bon, son nouveau projet en Allemagne est un petit peu en train de se casser la figure aussi, en ce moment. Mais donc c'est très difficile de reconstruire une équipe qui avait parce que Brest, c'était quand même une équipe qui tournait assez peu, notamment la saison 23-24 où tu avais quasiment tout le temps le même 11. L'année dernière davantage avec forcément un turnover nécessaire avec la Ligue des Champions, mais la base de l'équipe était la même depuis de nombreux mois, et reconstruire notamment ta salle des machines au milieu de terrain avec le seul Magnéti qui reste et qui doit recomposer avec, déjà un nouveau système puisque c'est avec un Kamori Doumbia devant lui et non plus un Pierre Lesmelou derrière lui, et puis il y a plus Mady Camara à côté de lui pour faire une grosse part du travail. Donc c'est tout l'équilibre de l'équipe qu'il fallait retrouver, et en plus de ça, et là ça revient sur ce que Yann disait, notamment l'échec du mercato, tu vas recruter des joueurs qui, probablement ont tous du potentiel et des choses à apporter au club, mais qui physiquement ne sont pas prêts lorsqu'ils arrivent. Et d'ailleurs Grégory Lorenzi le dit dans son interview, au Ouest France, si je dis pas de bêtises, qu'il a donné assez récemment. Il dit voilà, l'état de forme des uns et des autres était loin de ce qu'on pouvait attendre de joueurs professionnels, prêts à jouer des matchs de haut niveau de toutes les semaines.
Il a fallu du temps. Je pense que certains manquent encore de temps de jeu. Quand je vois un Lucas Touzard, un junior Dinaï Bimbe, pour moi, ce sont des joueurs qui ont encore besoin de rythme et de trouver du temps de jeu. Mais après, la saison, faut attention, elle est courte. On arrive à la moitié. On a laissé déjà pas mal de points en route. Il ne faudrait pas que ces points-là, on les regrette un jour. Donc voilà, sur la question du mercato, moi, je suis d'accord avec Diane. Je trouve qu'il manque, peut-être pas forcément de qualité, mais en tout cas, il manque d'efficacité immédiate. C'est-à-dire que c'est très facile de demander que les joueurs recrutés soient immédiatement bons. Mais là, c'est quand même beaucoup de joueurs qui arrivent à court de forme et Brest, pendant les 2-3 premiers mois de compétition, on a l'impression que c'était plus un centre de remise en forme qu'une équipe de football professionnel. Et Et c'est tout toujours ça le sans cas Loïc aujourd'hui. Rémy. Ah oui. Je suis désolé, mais aujourd'hui, il y a 2 exemples qui, pour moi, sont très marquants. Le premier, c'est Lucas Touzard, vous l'a cité. Il a l'air d'être un super type. Je pense que quand il sera en forme, il pourra être une véritable plus-value. Mais on l'a recruté parce qu'on a eu les départs de Pierre Lasmelou et de Mady Camara. Bah, on est le 28 décembre à l'heure où on parle. Je pense pas qu'il puisse faire 60 minutes en Ligue 1. C'est un peu problématique. Ça l'est d'autant plus quand une autre des recrues pensée pour remplacer Mady Camara, à savoir Junior Dina Ebimbe, lui, enfin, bon là, il est à la CAN, il est parti avec le Cameroun, ça sortait un peu de nulle part, mais ça fait 1 mois et demi qu'il n'a pas joué parce que visiblement, de ce que Eric Roy a dit en conférence de presse, il y a pas l'implication qu'il faut au quotidien et lui aussi est arrivé totalement hors de forme. Ce joueur-là, bon, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, je ne sais pas sur quel poste même on veut essayer de le faire jouer, mais surtout, là encore, c'est un joueur qui pour moi ne peut pas jouer 60 minutes en Ligue 1 physiquement, qui n'en a pas les capacités, alors qu'on est le 28 décembre. Et 28 décembre, enfin la moitié du championnat, tu acceptes d'avoir des joueurs qui ne sont pas en état de jouer un match en entier. Quand tu joues le maintien, c'est audacieux. Et autant, Lucas Touzard appartient à Brest, donc on peut se dire c'est un projet et voilà, il a été blessé pendant un certain temps, donc temps de se remettre en forme, bon ça évidemment ça se fait pas en 2 jours. Mais Dida Mbibe pour le coup, dans 6 mois, il est plus à Brest, quoi. Donc vraiment, il sera venu en touriste finalement, avec des problèmes qui, étaient déjà présents à Francfort, hein. Je pense pas que ce soit par rapport à ses aptitudes techniques ou physiques qu'il ait été, relégué en bout de banc à Francfort. Mais si l'implication n'est pas présente au quotidien, bah, évidemment tu joues pas parce qu'il y en a d'autres qui la mettent. Et concernant Lucas Touzard également, il a pris du retard. Il a pris du retard sur un milieu de terrain qui maintenant semble s'installer, qui enchaîne les bonnes prestations. Je pense que sur les derniers matchs, si tu as peut-être 2 individualités à ressortir, c'est peut-être Hugo Magnetti et Joris Chotard. Joris Chotard qui a Et aussi fait une Camori, bonne entrée contre Avranches et Camori oui, ah oui, on peut le mettre dedans aussi, qui fluidifie un peu le jeu offensif quand on le voit et c'est vrai que sur les 3-4 derniers matchs, effectivement, le triangle, au milieu de terrain semble avoir été trouvé et maintenant tu te retrouves avec, bah, un Lucas Touzard qui finalement ne peut pas jouer parce qu'il est moins bon, pas parce qu'on n'a pas envie de le faire jouer, mais juste qu'il est inférieur à un milieu de terrain qui s'est trouvé et qui a l'air de bien tourner malgré ses, 1,70 m de moyenne de taille donc bah, écoutez, bah, voilà, si Lucas Touzard est moins bon, bah, il est moins bon, hein. On ne peut pas non plus, changer pour changer et bah, tu l'as dit Fanch, Éric Roy, lors de la saison 2023-2024 a bien prouvé qu'il n'allait pas changer pour changer. Donc bah, Lucas Touzard, c'est vraiment un point d'interrogation sur ce mercato, même si au moins il a le côté expérience qui fait que, il y a ce côté qu'on ne peut pas quantifier qui peut être intéressant, amener à un effectif qui a besoin de ce genre de mec pour encadrer les mecs un peu plus jeunes comme Dinaï Bimbe, mais aussi comme éventuellement Doumbia, comme Mboup, comme ces mecs-là qui ont peut-être besoin de savoir ce que c'est qu'être, footballeur professionnel au quotidien. Tu évoquais Eric Roy, je pense qu'on a de la chance dans notre situation, c'est de l'avoir, aux manettes. Parce qu'on sait qu'il est capable justement de redonner un allant à une équipe qui est en difficulté. C'est la première des missions qui lui avait été confiée lorsqu'il arrive à Brest, il y a maintenant, 3 ans et demi, si je dis pas de bêtises, c'est ça? 3 ans. Il prend une équipe qui est en grande difficulté, puis arrive ensuite à faire ce qu'on sait, par la suite. Je pense qu'il va réussir à tirer le meilleur de ces joueurs qui vont forcément ne pouvoir qu'aller, ne pouvoir que progresser finalement, sur le plan physique
et trouver ensuite pas son 11 de croisière, mais en tout cas un 12-13 qui ne devrait pas trop bouger sur la deuxième partie de saison. En tout cas, on en parlera tout à l'heure, mais c'est ce que je pense et j'ai assez confiance en lui pour, en tout cas, nous décrocher un maintien assez, je dirais pas tranquille parce qu'on n'est jamais forcément tranquille quand on est Brest et qu'on a une équipe qui est assez moyenne finalement, mais un maintien, avant les 2-3 dernières journées en tout cas. Et justement, je rebondis tu as dit, on espère avoir 12-13 joueurs, 13-14 on va dire. Je trouve qu'on arrive là sur un des paradoxes de cet effectif cette saison, c'est qu'on a rarement eu un effectif aussi chargé en termes de nombre pour juste jouer la Ligue 1. Enfin, tu regardes en défense, il y a pléthore de solutions. Au milieu, allez, peut-être qu'il en manque un. Devant, tu as quand même des bonnes solutions et pourtant, bah, la moitié des mecs que tu mets sur la feuille de match semaine après semaine, tu as juste envie qu'ils restent sur le banc et qu'ils ne rentrent pas. Ce qui traduit peut-être là, une interrogation plus long terme et je pense qu'il faut déjà commencer à travailler le prochain mercato dans ce sens-là, c'est que tu as un effectif qui manque peut-être tout simplement de qualité. Tu as des joueurs sur lesquels tu espérais pouvoir capitaliser, que tu espérais pouvoir faire progresser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne confiance quand tu alignes Luc Zogbé, Julien Cardinal, même, Hamidou Mekabou, hein, en qui j'avais de grands espoirs. Quand tu les vois sur le banc, est-ce que tu te dis que c'est des joueurs qui peuvent progresser, qui peuvent un jour être au niveau de la Ligue 1? Bah, apparition après apparition, on constate que les progrès sont lents, voire inexistants et ça, c'est peut-être le gros point d'inquiétude que j'ai moi, dans cette saison qui finalement, voilà est comme j'ai dit moyenne. J'en suis relativement content. Je veux pas vivre 10 ans comme ça, mais une saison comme ça, c'est OK. Sauf qu'elle ne me permet pas de préparer les saisons à venir. Tu parles de qualité, moi je parlerais davantage de fiabilité. Je m'explique, tu as parlé de jeunes en post-formation. Si on va sur les joueurs un peu plus âgés, tu as très peu de mecs où tu te dis: «Tiens, sur ce match, il va nous apporter, ça, ça et ça». Parce que d'un match à l'autre, tu peux te retrouver avec un bon Mama Baldé et puis le match suivant, il y a plus de Mama Baldé. Kamori Doumbia, un match, il peut être très bon. Le match suivant, il y a plus de Kamori Doumbia. Pathé Mboup, il peut montrer des belles choses sur un match. Le suivant, il y a pas grand-chose. Même un Ludovic Ajorc, cette année, est pas non plus, exempt de tout reproche. Donc c'est vrai que ça manque un peu de fiabilité, ça manque de joueurs sur lesquels on peut se reposer et je pense que l'entraîneur a le même problème. Ça doit être difficile pour lui de se dire de savoir quel joueur il va aller à un moment M. Alors c'est peut-être un peu de sa faute, hein, mine de rien, c'est peut-être, un problème de préparation. Mais c'est vrai qu'on même nous en tant que supporters, on ne sait jamais quel Stade Brestois on va voir le week-end et c'est un vrai problème. J'y reviendrai dans les aspirations, les axes de progression, un peu plus tard. Et c'est totalement l'inverse de ce qu'on disait il y a un an et demi, où justement on avait un Stade Brestois dont on savait exactement ce qu'il allait proposer, qu'il gagne ou qu'il perde d'ailleurs, mais ce qu'il allait proposer dans le jeu et quelles étaient ses valeurs, quelle était sa tactique, pardon, quel était le plan de jeu. On savait très bien qu'on allait avoir une défense qui allait faire ça, des latéraux qui allaient faire ça, un milieu de terrain qui avait Pierre Lesmelou comme, je dirais meneur, mais à mi-meneur reculé et puis voilà, on avait vraiment tout était clair avant de commencer le match et tu as raison Quentin de dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que Mama Baldé peut donner d'un match à l'autre ou Pathé Mboup d'un match à l'autre. Je dirais même qu'au cours d'un même match, on peut avoir 2 visages de ces joueurs-là avec, 15-20 minutes excellentes, puis ensuite un énorme trou d'air. On l'a vu à Rennes avec des erreurs individuelles, que ce soit celle de Lala à Rennes ou de Maïetzki à d'autres moments, de Julien Cardinal contre Avranches, même si bon, peut-être que le carton rouge est un petit peu sévère, il n'empêche qu'il se met en situation de le récolter et c'est cette irrégularité chronique qu'il faudrait gommer, sur la deuxième partie de saison. Et bon, on l'a déjà dit dans le dernier épisode, mais je faisais fixette, donc il faut quand même le mentionner. Le plus gros what if de ce début de saison, c'est what if on avait un véritable gardien. Au-delà des bourdes de Mayeki au début, au-delà peut-être des performances moyennes de Couder, il y a quand même la question de la préparation, la question de la confiance de l'effectif envers son gardien et tout l'ensemble. Et c'est sûr qu'on a quand même perdu 10 journées là-dessus. Même quand, tu vois, même quand tu gagnes contre, par exemple, Angers, tu sens que tes défenseurs, ils sont pas sereins d'avoir Maïki derrière et le temps que tu as perdu là-dedans, bah, il y a pas beaucoup d'autres clubs en Ligue 1 qui l'ont perdu cette saison. Donc, on espère que cette deuxième partie de saison permettra d'être stabilisée. Je pense que c'est une des discussions que le club a et qu'on va avoir entre nous. Qu'est-ce qu'on fait de ce poste de gardien? Après ça fait, à peu près 2 ans qu'il se pose la question.
et pour arriver à une décision qui a été, très, très coûteuse pour le club, pour les joueurs aussi. Donc on espère que la bonne décision va être prise cette fois-ci. Ce serait une super idée. Mais du coup, vous partez sur quelle, hypothèse? On continue avec, donc Couder numéro 1, Majewski numéro 2, ou est-ce que selon vous, il faudrait recruter un gardien titulaire et sous quelle forme? Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est un achat, heu, au mercato de janvier? En fait, il y a le souci où, bah, quel club va vouloir lâcher son numéro 1? Et s'il le lâche, bah, ce sera pour un prix, je pense, qui sera, au-delà de ce que Brest peut dépenser et au-delà de ce qu'un mercato estival peut, peut permettre en termes de prix, quoi. Mais est-ce que tu as Sur pas ce seul plan, je pense. des gardiens de championnats qui sont terminés? Tu vois, par exemple, des championnats un peu nordiques comme on avait vu pour Törnqvist qui, Ouais, je pense que c'est la seule hypothèse. Par contre, est-ce que tu as quelqu'un qui est bien meilleur, qui est fiable, où tu es pratiquement sûr que ça va être une plus-value à cet effectif? C'est toujours la question. Mais après, je pense que c'est pas nécessaire, c'est vraiment du bricolage et à ce poste, je pense pas que ce soit une bonne idée. Pour moi, Couder, il fera la fin de saison et tu vois, c'est OK. Moi, j'ai pas ce sera pas un gardien qui te fera sûrement gagner des matchs, mais ce sera pas non plus un mec qui va t'en faire perdre. en tout cas, niveau fiabilité dont tu parlais tout à l'heure, je trouve que c'est quand même un cran au-dessus, Couder de Majewski, même si c'est potentiellement peut-être pas forcément un meilleur gardien lorsque les 2 sont à leur meilleur niveau. Mais j'ai l'impression que Couder est quand même moins, coupable sur les buts qu'il encaisse, qu'il met moins en difficulté et plus en confiance sa défense, et Ouais, rien c'est que ça, surtout ça, ouais. je pense C'est que c'est c'est important. Je pense que même les joueurs devant lui ont davantage envie de se bagarrer pour Grégoire Couder que pour Maïtski. Je pense que Couder a plus de légitimité à crier sur sa défense que Maïtski. Il y a plus de tout, concrètement. Après voilà, on va laisser la parole aux gardiens de ce podcast. Aux Yann, spécialistes. aux spécialistes Non, du mais poste. je suis totalement d'accord avec Quentin. Je trouve que ça n'a aucun intérêt d'aller prendre un gardien cet hiver. Parce que si tu vas prendre un gardien au-delà de la question du prix, de ce qui est possible ou non, tu vas devoir te retrouver à tout reconstruire, avoir un gardien qui devra retrouver ses automatismes avec des défenseurs qu'il ne connaît pas, possiblement avec un championnat qu'il ne connaît pas, dans une langue qu'il ne connaît pas. Et en fait, ça serait stupide, surtout qu'on reprend le championnat le 4 janvier avec un match charnière directement. Donc, pour moi, effectivement, on finit la saison comme actuellement, c'est-à-dire avec Couder en numéro 1, Mayeki en numéro 2, ou s'il veut rentrer, on peut essayer avec Johnny. En revanche, j'espère que le club a déjà commencé à prospecter pour l'été prochain. J'ai des doutes, mais j'espère. Parce que C'est pour ça que l'idée de Turnlist était très bonne en fait, Yann, parce que tu allais chercher quelqu'un que tu allais pouvoir intégrer tout, lui faire apprendre la langue et l'environnement pour ensuite l'intégrer, à l'été prochain. Mais là, du coup, on a perdu un temps fou. c'est ça, et pour le coup, bon, le mec a préféré partir à com, il a préféré partir à com, tu OK. Voilà, dont acte. Mais je pense que, enfin, c'était une bonne idée, c'est une bonne idée de chercher à vouloir faire venir un mec, mais dans l'optique de l'été prochain. Là, c'est bon, on peut se dire: «On finit la saison». Vous savez, en début de saison, quand on regardait les pistes, j'avais dit cette phrase, je vais m'auto-citer, pas au mot près bien sûr, mais que finalement Brest, pour se maintenir en Ligue 1, n'avait pas vocation à avoir un des 3-4 meilleurs gardiens du championnat. Je crois que je disais qu'avoir un gardien top 10, top 11, c'était bien. Je pense qu'avec Couder, on est légèrement en dessous, c'est peut-être un top 12, 13, 14 de Ligue 1, et bah, ça suffit pour se maintenir, et vu ce qu'on a montré sur le début de saison, je ne pense pas qu'on aspire à autre chose. Donc inutile d'aller générer des dépenses, un peu complexes, inutile de se mettre de la complexité, de d'aller trop vite, en fait. Donc pour moi, on finit avec Couder, et voilà. Par contre, l'été prochain, je pense que je serai partisan d'un changement. Après, quand tu vois ce que fait Angers, par exemple, alors évidemment, ils ont, un effectif qui se connaît très, très bien. Des jeunes qui vont partir pour des millions d'euros et qui va peut-être, permettre au club de remonter la pente d'un point de vue financier, ce que Brest ne peut pas faire. Un bon gardien aussi. Mais ils ont surtout un bon gardien. Ils ont un gardien qui fait pas mal la différence. Donc c'est quand même important d'avoir un bon gardien à la fois pour, bah, le résultat, mais aussi les joueurs devant lui. Donc il c'est vraiment peut-être le chantier prioritaire de l'été prochain, pour moi en tout cas.
Après, c'est toujours compliqué parce que vous avez vu Nice qui a pris Evan Diouf pour un montant assez astronomique. On voit où est rendu, l'OGC Nice cette année. Paris FC qui, avec ses gardiens, fait un peu n'importe quoi entre Nkambadio et j'allais dire Trump et Trapp. Pareil, l'alternance, on voit que le PFC est en difficulté et les gardiens des équipes qui sont en dessous de nous au classement, c'est pas non plus Fischer à Metz, c'est pas dingue. Il y a peut-être l'exception Lopez à Nantes qui quand même pour moi est un gardien qui est meilleur que les nôtres et pourtant Nantes est bien à la ramasse. Mais c'est vrai que le gardien, ça reste un poste extrêmement important dans une équipe. Au-delà des arrêts, c'est ça. Il va aussi être là pour consolider toute une défense et toute une animation défensive et donner confiance aux 4 qui sont devant lui. Et cette confiance-là, elle doit rejaillir sur l'ensemble de l'équipe. Et clairement, avec Maieski, on mettait une peluche dans les buts. C'était le même charisme, quoi. C'est vraiment, on a perdu un temps fou avec ce gardien qui ne dégageait strictement rien, ne dégageait aucun ballon déjà dans un premier temps et ne dégageait non plus aucune confiance au reste de l'équipe. On l'a vu tout de suite, dès son premier match amical, au bout de 10 minutes, il fait une énorme connerie et après ça a rejailli, que ce soit le match à Toulouse, le match à Lens, à Lorient et j'en passe. Et justement, je pose la question, la priorité du mercato hivernal, donc celui qui vient de commencer, c'est quoi pour vous? Je dirais qu'il y a 2 dynamiques à avoir, celle des entrées, celle des sorties. D'abord, celle des sorties, c'est se séparer des joueurs sur lesquels on compte, mais qui aujourd'hui ne jouent pas, que ce soit Macalou, Bourgault par exemple, qui seraient bien avisés d'aller trouver du temps de jeu ailleurs. Et en prêt, hein, on précise, Oui, oui. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je dis des joueurs sur lesquels on compte, pour l'avenir. C'est des joueurs qui mériteraient d'aller, ou peut-être tu disais Quentin assez justement, mais je pense que c'est un peu compliqué de s'en séparer maintenant parce qu'il est quand même numéro 2, je pense à son poste, c'est Luc Zogbé, qui ferait pas de mal, en Ligue 2 dans une équipe et jouer, 15-16-17 matchs de Ligue 2 sur la deuxième partie de saison pour, pas là développer ses capacités physiques et athlétiques, mais plutôt sa capacité tactique, sa technique également et puis tout simplement faire des matchs et disputer des matchs entiers en professionnel. Parce qu'on a vu un Luc Zogbé prometteur à un moment donné et finalement on a l'impression qu'il n'existe plus vraiment. Et après sinon Yann, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui manque? Moi je pense que c'est un joueur offensif au milieu de terrain qui puisse seconder ou prendre la place de Kamori Doumbia. Alors Kamori Doumbia fait une bonne saison quand même cette année, hein, mais trouver un autre joueur avec lui qui puisse être, un joueur impactant, peut-être un petit peu plus physique, avec, la capacité également de marquer quelques buts parce qu'on voit que le seul Ludovic Ajorc devant, bah, il s'essouffle un petit peu parfois, il y a pas grand monde pour le remplacer non plus. Donc moi j'aurais recruté à ce poste-là, parce que pour le reste, en défense et au milieu, ça me semble être, assez complet. Mais voilà, un joueur offensif. eh bien, de mon côté, pas de recrue. Voilà. Je pense que je suis d'accord avec Fanch sur, le départ en prêt des jeunes pour qu'ils puissent jouer parce que, les faire jouer, 90 minutes, en coupe de France, sur une équipe en face qui joue sa vie, alors qu'eux n'ont pas joué depuis, 3-4 mois avec le club, ça n'a absolument aucun sens pour leur progression. Donc il leur faut du temps de jeu régulièrement à un niveau supérieur que la N3. Que ce soit en Ligue 2 ou nationale, hein, ça c'est peu importe. Ça ne sert à rien de les faire jouer, un match, par saison, de les faire débuter un match par saison en coupe de France, en décembre et s'ils ont de la chance, ils peuvent jouer un deuxième en début janvier. Pour leur progression, ça c'est inintéressant. S'entraîner, c'est très bien, mais rien n'équivaut à du temps de jeu régulier dans une équipe, qu'on les mette dans les meilleures conditions pour progresser, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement et c'est pour ça que je pense qu'il y en a absolument aucun qui progresse depuis un certain temps maintenant au Stade Brestois, des mecs en post-formation de 18 à 21 ans que voilà, ça stagne. On peut parler de Zogbé, par exemple, mais il y en a eu, plusieurs. Toi, tu recruterais toi, Yann? Oui, juste avant de donner ce que je recruterai, je vais juste rebondir sur ce que tu disais à propos du match de coupe de France. Je quand même préciser qu'on ne va pas enterrer les joueurs qu'on vient de citer juste sur un mauvais match de coupe de France contre une N2 parce que c'est vraiment la pire configuration. Si on gagne, mais je crois que c'est toi qui le disais en plus, si on le gagne, bah, c'est qu'une N2 donc finalement ça ne veut rien dire de leur niveau et si on perd, ça veut dire qu'ils sont mauvais. Enfin, non, on peut arrêter de juger sur ce seul match et justement, on pourra enfin juger s'ils partent en prêt en Ligue 2 ou ailleurs. Voilà, c'était juste pour, compléter sur ton point et sur ce que je voudrais en recrue, bah, en fait, je voudrais bien un autre joueur créatif parce que j'aurais pu le mettre dans le bilan, mais on constate qu'offensivement, Brest a de plus en plus de Doumbia dépendance
Et pourtant, ici, je suis pas le plus grand fan on n'est pas très fan de Kamori Doumbia ici, qui souvent est trop transparent, qui souvent est trop mid. Mais on constate quand même qu'il y a un Brest avec et un Brest sans Doumbia. J'aimerais bien qu'on ait une solution alternative, si possible une solution alternative, ce qui puisse aussi jouer sur le côté. Déjà parce que Doumbia a peut-être besoin de concurrence, aussi parce que ça nous donne moins de prévisibilité, donc c'est toujours plus difficile à appréhender. Et enfin parce que, il y a aussi cette réalité marchande. Kamori Doumbia est aujourd'hui peut-être le seul joueur avec une valeur marchande remarquable, ce qui veut dire que c'est possiblement le prochain à partir et il faut l'anticiper. Oula, anticiper. Qu'est-ce que tu appelles anticiper, là? Ah bah, écoute, je ne Je relancerai pas ce ouh débat, mais vous le connaissez ce là, ça débat utilise des évidemment. mots là, Tu vas avoir des problèmes. anticipation. Oh là, comment tu appelles ça? Antipation, ouais, bizarre, bizarre. Anti-football. Jamais entendu parler de ce mot-là. D'un point de vue, juste rapidement, est-ce que vous avez allez, si vous aviez, une individualité à retenir de cette première partie de saison, c'est difficile, hein, c'est difficile, mais je vous la pose cette question, franche. C'est difficile, effectivement. Alors moi, en fait, pour tous les joueurs, tu peux trouver du bon et du moins bon. Je dirais quand même, bah, alors Kamori Doumbia parce que si Yann le dit juste avant, hein, mais il y a une équipe sans lui et avec lui et lorsqu'il est là, on est beaucoup plus offensif. Je dirais pas qu'il change le visage de l'équipe, mais en tout cas, il change, l'animation offensive et je l'ai trouvé, plutôt en jambes sur ses dernières prestations. Alors parfois, il passe complètement à côté et on se demande, vraiment comment il peut être à la fois si pertinent et si important dans certains moments de match et si transparent dans d'autres. En termes ensuite milieu de terrain, je parlerai également de Joris Chotard que j'aime plutôt par son activité et puis, sa volonté, son envie et cetera, même si parfois c'est un petit peu neutre et puis derrière, j'ai bien aimé toujours l'apport de Koulibaly qui me semble être un joueur, au-dessus du lot d'un point de vue technique, mais parfois aussi qui preuve de saute de concentration, qui doit progresser dans la régularité au sein d'un même match. C'était le cas à Rennes, je l'ai trouvé je trouvais qu'il surjouait beaucoup de fautes, trop d'engagement et puis, bah, sinon, non, non, mais après il y a quelques valeurs sûres. Je trouve qu'on retrouve, le Chardonnay, le Magnétic qu'on a pu aimer les saisons précédentes. Voilà, tu m'as demandé une individualité, je t'en ai donné 5, tu me pardonneras. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a pas vraiment un MVP sur Ah, cette clairement. demi-saison et comme tu l'as dit, il y a pour chacun du bon, du moins bon. Yann, peut-être, un nom différent à proposer? Je vais en mettre 1,5. Un, c'est Rémi Lascari que j'espère voir davantage. Je sais qu'il a des qualités, je vois de plus en plus ses défauts aussi. C'est-à-dire que je pense que collectivement, c'est parfois un peu dur, mais c'est un joueur qui a très peu joué, mais qui, sur quasiment chacune de ses rentrées, a été intéressant et qui est impliqué. Heu, Typiquement, lui aussi, c'est un prêt, mais je pense que c'est pas du tout le même genre de prêt que Dina Ebimbe. Donc j'espère le voir plus souvent, soit sur un côté, soit dans l'axe. Là encore, c'est une question de physique, hein, bon, lui, il revient des croisés, donc c'est compliqué. J'espère il pourra jouer plus souvent et l'autre, je tiens quand même à le signaler, c'est Romain Del Castillo parce que je trouve que c'est un joueur Ah! qui, bon, certes, n'est peut-être plus dans la forme de sa vie, mais qui est beaucoup trop critiqué par rapport à ce qu'il fait. Je trouve que Romain Del Castillo prend beaucoup de critiques alors que, bah, c'est peut-être notre seul joueur qui techniquement tient la route sur à peu près tous les tableaux. C'est-à-dire qu'Amori Doumbia, il tient la route dans les petits espaces, mais dès qu'il faut allonger, c'est plus compliqué. Certaines courses, ça manque d'intelligence. Ludovic Ajorc, évidemment, ça tient, ça fait l'affaire, mais ça marque plus forcément autant qu'on le voudrait. Donc voilà, Romain Del Castillo qui fait une saison moyennasse plus, mais qui est toujours là, quoi qu'on en dise, qui joue, qui est là à chaque match et voilà, c'était juste pour souligner que c'est un joueur qu'on critique peut-être un peu trop ces derniers temps, je trouve, qu'on n'apprécie plus à sa juste Je valeur. pense qu'il souffre aussi de ses échecs sur penalty qui viennent noircir le tableau général. Oui, il faut qu'il arrête. Ouais, c'est vrai, hein, il faut qu'il arrête. Oui, bah, oui, oui, non, mais je suis assez d'accord, C'est dommage, parce que enfin, c'est curieux parce que c'était un gars, j'avais vu une stat à l'époque qui ratait très, très peu sur penalty. Je crois que c'était, 13 pénaux sur, 14 tentés et là, il reste sur 3 échecs, ça fait, après on a tellement de pénaltys ces derniers temps que c'est facile à étudier, quoi. c'est vrai, Mais mais je pense je crois que quand on voit la petite infographie là, quand il est à 2 doigts de tirer son penalty et que, l'infographie qui nous montre où il tire les pénaltys, je crois que c'est assez varié en plus, enfin il a pas de côté
préférentiel. D'ailleurs, on l'a vu contre Avranches, hein, il a tiré plein milieu. Pas une bonne idée, parce que c'était pas plein milieu, plein milieu. Moi, je serais d'avis de laisser Kenny la tirer. Ouais, quelqu'un d'autre, Ludovic Moi, Ajorc, qui n'a mis qu'un petit but, ça serait bien de gonfler un peu ses stats. moi, je voulais dire, Romain Del Castillo aussi, qui est un peu le bon, c'est quand même pour des joueurs comme ça qu'on apprécie voir une équipe. C'est vrai que s'il était pas là, bon, ça il y aurait moins de football football. brestois serait un peu plus morose, voilà. Alors, il y aurait moins de Mmh. football dans cette équipe quand même. Non pas que ce soit, toujours, qu'il fasse toujours les bons choix, qu'il soit toujours excellent, mais c'est vrai que bon, il a cette capacité en tout cas de débloquer un match sur une passe, sur un centre, sur son pied gauche qui est quand même, au-dessus de la moyenne et voilà, c'est d'un point de vue footballistique, c'est toujours agréable d'avoir des joueurs comme ça dans ton équipe. Allez, on va ouvrir un peu le débat sur ce qu'on aimerait avoir, en 2026. Des axes de progression éventuels qu'on verrait. Alors, c'est vrai qu'on nous dit souvent, et les têtes sportives de ce club nous disent souvent qu'il faut arrêter de voir dans le passé et de comparer, le Stade Brestois futur au Stade Brestois ancien, c'est-à-dire 2023-2024 qui a mis une sorte de barre, hein, sur lequel on est, nous, en tant que supporters, un peu obligés de se baser. Alors on ne demande pas de retrouver cette équipe, mais c'est un peu le modèle, hein, le modèle idéal, qu'on connaît en tant que Stade Brestois. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette équipe se rapproche du niveau que le Stade Brestois a été il y a 2 ans? Bah, écoute, moi, je vais écouter nos dirigeants, je vais pas nous comparer avec l'équipe qu'on a vue il y a 2 ans. Je vais nous comparer avec l'équipe qu'on a vue pendant le premier quart d'heure contre Rennes. Honnêtement, si on arrive à revoir ce visage sur une mi-temps à chaque rencontre, je serais très content et c'est pour ça que j'ai démarré en Alors disant que j'étais assez positif sur ce qui arrive. On a quand même rarement vu, y compris en 2023-2024, une telle entame de match. Maintenant, en plus, c'était Rennes, c'est pas non plus, Jojo le rigolo en face. Maintenant qu'on sait qu'ils peuvent le faire et bah, voilà, c'est l'objectif de cette deuxième partie de saison pour moi, c'est de réussir à le refaire de manière plus ou moins régulière, si possible plus que 15 minutes et sans donner de but sur une erreur individuelle. alors justement, et si possible, est-ce que c'est possible de maintenir cette intensité, ce pressing sur plus que, allez, une mi-temps? On va dire une mi-temps. Une mi-temps serait déjà bien. Mais 60 une minutes, mi-temps, c'est déjà 90 bien. minutes? Ah ouais, mais ça ne gagne pas un match, une mi-temps. Bah, ça te met en bonne condition. Alors évidemment, on aurait pu mener 4-0, hein, finalement, mais il y a le côté aussi où alors évidemment, c'est un peu biaisé parce que, bah, le but, il arrive sur rien du tout, hein, finalement, mais c'est après le but qu'on a commencé à arrêter de jouer. Donc est-ce que le but a influé sur, cet arrêt de pressing, cet arrêt de mettre cette intensité et d'aller les presser, bah, jusqu'à Brice Samba finalement? Ou alors il y avait juste plus de jus après la 20e minute parce que, bah, malheureusement après les 2 buts rennais, coup sur coup, il y a plus grand chose, quoi. C'est peut-être ça aussi, mais dans les 2 cas, c'est ce travail, voilà. Je disais que physiquement, on n'était peut-être pas au point. J'espère qu'on va faire en sorte de l'être et aussi qu'on puisse gagner en efficacité. Enfin voilà, je n'attends pas à ce que chaque match, on fasse ça, mais qu'on puisse le faire régulièrement sur la deuxième partie de saison, c'est-à-dire une mi-temps tous les 2 matchs et le reste assez cohérent. Ça serait déjà un bel objectif, en termes de contenu. Un objectif qui puisse te donner envie de regarder cette équipe. C'est-à-dire que enfin, je prends pas spécialement de plaisir, mais je suis pas non plus mécontent de regarder Brest, hein. Mais j'aimerais bien pouvoir me dire: «Bon, là, pendant 20 minutes, je sais qu'on peut et qu'on va les dérouiller». Je me le suis pas beaucoup dit cette saison. Fanch, de ton côté, est-ce que tu vois des choses? Des choses sur lesquelles des envies peut-être, sur lesquelles tu aimerais appuyer? Des envies, j'aurais beaucoup aimé un parcours en coupe cette année, mais bon, malheureusement, on n'est pas Ah! encore en Ah, 2026. alors là, Et on est petit déjà dans ce même astérisque trou. à côté de cette envie. Non, c'est dommage parce que quand on est dans une saison, Yann a utilisé le terme d'insignifiant tout à l'heure, je dirais peut-être, une oui, assez fade, on va dire, en tout cas une saison assez fade
irrégulière. On sait que c'est via la coupe que tu peux vibrer et on l'a très bien vu l'année dernière, en plus d'avoir la coupe d'Europe qui était absolument extraordinaire à vivre, pendant presque 5-6 mois. On a également eu un beau parcours en coupe de France qui s'est soldé par une défaite qui pour moi reste la défaite la plus terrible de l'année 2025, vraiment, celle qui a fait le plus mal, heu, parce qu'elle aurait permis au club d'atteindre les demi-finales de la coupe de France et même si ça aurait été contre le Paris Saint-Germain, j'allais dire: «On sait jamais», mais si on sait, bon, on aurait été au moins en demi-finale de coupe de France et là, cette année, tu t'enlèves cette opportunité de vivre un petit peu plus. Tu sais que passer un tour ou 2 et puis Yann demandait des émotions et dans une en championnat, on aura peu d'émotions. Ce sont des émotions qui sont vraiment très ponctuelles. Victoire, dans un derby, un match renversé, mais finalement, tu reviens très rapidement à ton quotidien le week-end qui suit. Alors qu'avec la coupe de France, tu peux vibrer un petit peu plus sur le long terme. Et je pense que ça aurait aussi permis à l'effectif un petit peu de se challenger pour, être meilleur sur la deuxième partie de saison. Maintenant, quel objectif sur, la phase retour? Je pense que c'est tout simplement déjà d'essayer de faire mieux que sur la phase aller, de gommer ce qu'on a dit, qui nous dérangeait, c'est-à-dire d'avoir moins d'errance individuelle, moins de bêtises qui vont couler de joueurs qui vont couler l'équipe et puis surtout essayer de donner du contenu, du temps de jeu, essayer d'avoir des stats chez des joueurs qui seront encore là l'année prochaine. Moi, j'aimerais bien que des Mboup marquent des buts, que des, Joris Chota et Lucas Touzard, bah, enchaînent les matchs, que, Daouda Guindo, par exemple, bah, montre qu'il est capable de prendre la place de Bradley Loko ou alors que Bradley Loko revienne à son meilleur niveau, ce genre de choses. Il faut, je pense, dès maintenant alors essayer très rapidement de se mettre à l'abri pour le maintien, parce qu'avec 19 points, on en est encore assez loin, mais surtout commencer à préparer l'avenir, parce que la saison prochaine risque d'être très, très compliquée. Le mercato risque d'être extrêmement compliqué. Donc il faut qu'on ait des valeurs sûres dès le mois de août, mi-août prochain. Donc en fait, c'est ça, préparer la saison prochaine parce qu'on va vivre, on sait, 2-3 ans où l'objectif risque d'être uniquement le maintien. Je rajoute un point avant de demander à Quentin ses attentes. C'est un point sur la mentalité. Je veux que Brest se défasse de quelque chose qu'on voit de plus en plus poindre depuis plus de 6 mois et par Brest, je dis bien plus que les joueurs, ça va, au niveau des supporters, ça va au niveau du staff, ça va au niveau des dirigeants. C'est qu'on se débarrasse un peu de cette sorte de fatalité. Ce discours qui consiste à dire, pour par exemple, quand tu perds contre Paris, que tu prends une valise, de dire: «Oui, bah, c'est Paris, on s'y attendait». Ou quand tu te fais sortir de la coupe de France par une N2, arrêter avec les discours: «Oui, bah, c'est la coupe, ça nous a jamais réussi». Tu vois? J'ai l'impression qu'on se satisfait de ce qu'on est, qu'on se satisfait d'une 14e place, qu'on se satisfait d'être moyennasse, encore une fois et c'est là que vient le danger parce que si cette logique, elle reste, elle s'ancre vraiment dans l'esprit, le jour où il y aura besoin de mettre un coup de collier parce que tu es vraiment en galère pour te maintenir, la mentalité sera pas la bonne. Donc moi, j'espère qu'on retrouvera le discours assez ambitieux qu'on a beaucoup vu chez Der Zakarian, qu'on a vu également chez Eric Roy. J'espère qu'il infusera au-delà d'Eric Roy, qu'il ira cette fois chez les joueurs, qu'il ira chez les dirigeants et même chez les supporters parce que il faut le dire, en dehors du match contre Monaco où vraiment il y a une véritable unité et on sentait les gens concernés, on a l'impression, et moi le premier, hein, qu'il y a une certaine indifférence par rapport à ce que Brest peut produire certains week-ends et c'est quand même triste. C'est triste et je vais presque rebondir là-dessus. Pour moi, c'est, cette année de 2026, c'est Brest doit retrouver ou même trouver son identité. Je pense que de l'avis, général et on l'avait déjà dit l'année dernière, l'intersaison dernière a été la fin d'une ère, avec le départ de cadres dont on a cité le nom tout à l'heure, Fanch notamment et donc la fin d'une ère implique évidemment le début d'une nouvelle et je trouve que cet effectif, 2025-2026 ne s'est pas encore trouvé, ne sait pas encore le quel est-il cet effectif 2026? Hem Et j'ai envie, je pense que pour avancer, il va falloir que cette équipe trouve son identité. Est-ce que c'est une équipe de contre? Est-ce que c'est une équipe de possession? Est-ce que c'est une équipe de pressing? Est-ce que c'est une équipe qui est plutôt sur le reculoir, qui défend, dans sa moitié de terrain? Est-ce que c'est une équipe qui veut mettre du rythme, moins de rythme? D'un match à l'autre, on ne sait pas. On ne sait pas sur quel pied danser. On parlait tout à l'heure, bah, et moi-même, je parlais des joueurs, qui étaient tout à fait irréguliers. Mais, est-ce que, finalement, c'est pas l'équipe qui est irrégulière et à l'intérieur, tu as des joueurs irréguliers? Ou alors c'est de la faute des joueurs irréguliers que l'équipe est irrégulière? Donc on ne sait pas trop
Et quand on regarde le calendrier de cette première partie de saison, il y a eu 5 victoires sur 16 matchs de championnat et donc ces 5 victoires apparaissent dans 2 blocs, hein, puisque tu as un bloc de 2 victoires, journées 5 et 6 contre Nice et Angers et un bloc de 3 victoires contre Metz, Strasbourg et Monaco lors des journées 13, 14, 15. Donc à part ces 5 victoires, tu as des séries de mauvais résultats. Tu as évidemment la grosse série de 4 matchs sans marquer de but, entre la journée 9 et la journée, 12, avant que, Metz vienne nous sauver de cette insipidité. Est-ce que ça se dit? Si ça se dit pas, je l'ai inventé. Mais on est voilà, on a besoin de trouver cette identité pour trouver cette régularité qui manque et en tant que supporter, c'est frustrant de se dire d'un match à l'autre, est-ce que Brest va gagner, mais est-ce que finalement Brest peut gagner? Est-ce que Brest peut gagner? Parce que, bah, on ne sait jamais quel Brest va affronter Auxerre, est-ce que ce sera le même Brest qui affrontera Auxerre, qui ira à Lyon après, qui jouera contre Toulouse? Ouais, sur le papier, tu te dis: «Auxerre, c'est des matchs a priori jouables», mais tu n'es pas aussi à l'abri de faire un match sans et de te casser la gueule et c'est vrai que vraiment pour moi, c'est l'axe principal de progression. C'est vraiment que cet effectif se trouve, savoir lequel il est pour qu'il sache quoi faire, semaine après semaine et qu'il arrive à trouver la juste identité. Tu parlais tout à l'heure, Yann, de ces 15 minutes contre Rennes. Moi, j'ai pas besoin de voir 15 minutes de ce niveau contre, sur même une mi-temps, 60 minutes. J'ai besoin de voir 90 minutes à 80 de ces 15 minutes contre Rennes et ça m'ira très bien. J'ai pas besoin d'avoir de ce temps fort, cet énorme temps fort d'énorme pression sur l'adversaire. J'ai besoin d'avoir une domination linéaire presque et sur l'adversaire sur un long laps de temps. J'ai pas besoin d'un court laps de temps où on les écrase. J'ai besoin de davantage, mais peut-être un peu moins intense pour ce Stade brestois. Avec dans l'idée, bah, je pense qu'une fois que tu auras trouvé ça, les résultats en découleront naturellement. J'ai beaucoup parlé là. Ouh là, dommage j'ai pas de verre d'eau, il aurait fallu un petit verre d'eau là. Non, mais on a compris tes ambitions finalement pour la deuxième partie de saison. Je trouve quand même intéressant qu'aucun d'entre nous n'a parlé d'objectifs comptables, ce qui traduit peut-être la réalité de Brest aujourd'hui, le ventre mou. Je pense que de toute façon, on ne peut pas viser nettement mieux, heu, ou alors, il faudrait enchaîner une série assez rapide de victoires. J'y crois pas tellement, mais on est à l'abri de rien avec cette équipe, hein, et pour accrocher une septième place et espérer que le PSG gagne la coupe de France. Mais je suis pas particulièrement convaincu, même si à titre personnel, j'aimerais bien retrouver la coupe d'Europe. Je suis pas persuadé que ce soit forcément quelque chose de positif pour Brest. On n'aura pas davantage d'argent pour recruter de toute façon avec une, Conference League. Il faudrait avoir une équipe, beaucoup plus armée en termes de quantité et de qualité. Ça pourrait nous mettre en difficulté. Moi, vraiment, mon objectif, ça vous allez peut-être considérer que c'est extrêmement pisse-froid, mais c'est d'avoir une équipe, qui puisse, tenir la route, non pas sur cette saison uniquement, mais sur les 2 3 saisons qui viennent, puisqu'on sait que ça va être des saisons qui seront extrêmement compliquées et il faudra en laisser 2 ou 3 derrière. Quand on voit des clubs qui ont coulé, là, je vois Clermont qui est en immense difficulté, Saint-Étienne et Montpellier qui auront peut-être du mal à remonter. C'est probablement quand on sera en Ligue 2 qu'on se rendra compte que c'est déjà pas mal d'être à la 14e ou 15e place de Ligue 1. Alors effectivement, le discours, il manque d'ambition et j'espère qu'au club, ils en ont un différent. Mais à l'heure actuelle, vu la tête du mercato, vu le retard qu'on a pu prendre, parce que je rappelle qu'on avait 1 point après 4 matchs quand même, hein, vu tous ces éléments mis dans la balance, un maintien, relativement confortable m'irait parfaitement bien en termes comptables cette année. Mais on est bien d'accord, hein, le côté numérique. Il y a pas besoin de battre un record cette saison. Il y a pas besoin de juste un maintien, relativement tranquille sera suffisant pour cette saison et comme je le disais, on est sur le début d'une nouvelle ère et donc il faut construire pour les saisons suivantes où là, on cherchera vraiment une progression, par rapport à on va dire que cette nouvelle saison met une barre qui sera relativement, basse et qu'il faudra aller, battre les saisons prochaines. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Messieurs, fin de ce 133e épisode de Brest On Air. Merci à vous. Yann, un plaisir de te retrouver. On espère, bah, justement que tu sois désormais des nôtres, de façon régulière.
Et bah, on l'espère aussi. J'espère aussi que la théorie du podcast va, pour le coup, s'arrêter puisque là, ça va plutôt bien. M'embêterait de revenir dans 2 semaines pour dire que c'est la catastrophe. Et oui, j'espère être là un peu plus présent. On essaye de jongler avec les agendas pro et perso, malheureusement. Bien sûr. Fanche, toi, tu seras toujours là, toujours présent, évidemment. Fidèle au poste. Bon, ça, c'est une manière très polie de dire, le feignant de l'équipe sera là. C'est je trouve ça très, très joli de ta part. Juste un petit mot et Quentin, tu seras certainement mieux placé que moi pour le dire, mais c'est qu'on a continué la distribution et tu as continué la distribution des mugs, Brestonner, donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez vous en procurer. Je crois qu'il en reste quelques-uns, Mais il en reste quelques-uns. Il donc en reste n'hésitez quelques-uns. pas. Va falloir faire le point, au niveau stock, juste après les fêtes, mais a priori, il devrait en rester quelques-uns. En tout cas, merci à tous ceux qui ont commandé et puis merci pour, votre sympathiques mots, notamment ceux qui les ont reçus, par la poste, pour les messages sympathiques que l'on reçoit de votre part et de manière générale, l'ensemble des messages que l'on reçoit sont, je crois on reçoit que des messages sympas, donc c'est très agréable, c'est aussi pour vous et pour les gens qui ont fait ce podcast, enfin surtout pour vous, hein. Donc merci beaucoup à tous pour vos retours et puis, à titre personnel, je vous souhaite j'allais pas dire un joyeux Noël puisque c'est passé, mais de bonnes fêtes de fin d'année et puis un bon début d'année 2026 et puis après, Messieurs, à la prochaine. bien sûr. On se retrouve en Ciao. 2026 et ben, on reste quand même sur la même maxime. Allez Brest, ciao. Tatman. Rock 80, chantons sur le refrain. Bref, 50-80, ça monte nos bords mal, les tirs très loin. Inside, Rock 80, chantons sur le refrain qui nous appartient. Bref, 50-80, tapons tous dans les mains, les jeux vont très loin. Chaque fois que tu es vainqueur, c'est du soleil au coin. Je renvoie le désert de bonheur, une immense gamme. C'est le